Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 29 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Jeanne et de Pierre, un couple soudé qui se fait une promesse, ne jamais se mentir. Ils se proposent alors chaque année, pour leur anniversaire de mariage, de faire le point et de s'avouer ce qu'ils ne se sont pas dit durant l'année écoulée. C'est une jolie histoire de Maurice Leblanc intitulée « La leçon de vérité ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Et vous pouvez, si votre position le permet, mettre une main sur votre ventre et vous laisser bercer par ces mouvements. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Portez à présent toute votre attention sur vos deux mains et observez simplement vos sensations pendant quelques instants. Peut-être ressentez-vous une sensation de chaleur, des fourmillements, des picotements. Laissez cette sensation remonter lentement le long de vos avant-bras. Jusqu'à vos épaules, votre nuque, et l'ensemble de votre dos. Laissez à présent cette sensation circuler où vous le souhaitez. Autorisez-vous simplement à ne porter votre attention que sur cette sensation. Qui circule librement et vous laisse de plus en plus détendu. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Continuez d'observer vos sensations. Les appuis de votre corps contre le matelas.
la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, la leçon de vérité. Il avait une âme noble, avide de loyauté, et le mensonge l'attristait. Ayant surpris sa première maîtresse en délit de dissimulation, il la quitta. À la seconde, il pardonna plusieurs fois. Puis, de la troisième, vaincu, il feignit d'ignorer l'hypocrisie. Ainsi, la vie lui enseignait les compromissions. Il fut l'impuissant témoin de duperies, de serments rompus, de finesses coupables. Les amis se vendent, les amants se jouent, les époux se trompent. Et à son tour, il mentit. Il mentit malgré lui pour qu'on l'aimât. L'élu possédait un idéal. Il fallut bien s'y conformer, devenir le personnage décrit, se travestir, se grimer, s'affubler des sentiments indispensables. Il tint son rôle à merveille. On l'agréa, en sorte que durant 2 ans, il apporta toute son attention à ne pas dire un mot sincère et à ne pas faire un geste naturel. Mais un hasard le rapprocha d'une femme dont s'ouvrait l'existence mondaine. Il reprit espoir sous le charme de ses grands yeux naïfs où luisaient de jolis instincts et de fraîches songeries. Il l'épousa. Et le soir, il se mit à genoux près du lit nuptial. Ayant regardé longtemps son cher trésor d'innocence, il dit gravement : « Écoutez, Jeanne, tout amour est susceptible de lassitude. Soit. Du moins, l'affection, la confiance demeurent, et cela suffit. Mais il est un principe de mort qui tue l'amour, qui tue l'affection, qui tue la confiance. C'est le mensonge. Le mensonge est odieux. Il flétrit comme un vent de poison, la foi s'effeuille, la tendresse se fane. Jeanne, je vous fais le serment solennel de ne jamais vous mentir. J'implore de vous la même promesse. Tout émue, elle répondit : « Je n'ai jamais menti, Pierre. » Il eut un sourire de bonheur et continua : « Il ne faut pas seulement ne pas mentir, il faut avouer la vérité. Et l'on biaise parfois, on oublie. Si vous voulez, Jeanne, chaque année, à l'anniversaire de ce jour, nous ferons notre examen de conscience, et scrupuleusement, nous confesserons ce que nous avons omis par crainte ou par négligence. » « Pierre, dit-elle, je n'aurai rien à dire. » Ils vécurent dans une étrange atmosphère de béatitude.
un invincible besoin joignait leurs vœux, et leurs regards se pénétraient, abolissaient les frêles obstacles de la chair et parvenaient à l'esprit affranchi. Ils avaient, en se contemplant, une sensation de blancheur, avec des visions de gestes qu'ils ébauchaient en rêve. Gestes ingénus, gestes primitifs, pareils à ceux du Christ, qui sur les images d'azur écartent les parois de sa poitrine et montrent l'incendie de son cœur. Les bras tombants, la paume des mains offertes, il semblait s'exclamer « Ne vois-tu pas la candeur de mon âme ? Promène en moi le flambeau de clarté. Nulle pensée secrète ne se cache, je suis pur. » Cette pureté les grisait. Des évocations s'imposaient à eux de lys, de neige, de cygnes, de brebis, de tous les symboles de l'innocence. Plutôt que des êtres, ils se sentaient des formes surnaturelles, des sortes d'anges baignés de lumière, limpides comme de l'eau, transparents comme du cristal. Ils ne cessaient de se narrer leurs actions. C'était un assaut charmant à qui se livrerait aux détails les plus minimes. Jeanne excellait en ce genre d'exercice et Pierre buvait ses paroles. Ils éprouvaient même un plaisir délicat à s'accuser d'une faute, d'une étourderie quelconque, pour bien prouver l'excès de leur zèle. Avec quel attendrissement l'autre pardonnait. Et vraiment, ils ne savaient que dire le soir d'anniversaire où la chambre nuptiale les réunit, prêts à la confession promise. « Vas-y, commence, fit Pierre. » Elle répondit. « Non, toi. »« Moi, je n'ai rien. »« Moi non plus. » Leur gaieté jaillit en un rire loyal. Mais l'heure était grave, et ils méditèrent de toute leur force. Ils se comprimaient la tête comme pour en extraire un aveu. Enfin, il résolut d'interroger. « Certes, dit-il, il ne s'agit pas entre nous de mensonges, mais de réticences, de petites supercheries. Voyons, procédons par ordre. Tu es jolie, gracieuse, on a dû te complimenter. Déjà, tu m'as communiqué 2 ou 3 déclarations. Est-ce bien tout ? Cherche, Jeanne, est-ce bien tout ? Elle affirma la figure sereine. Absolument tout. Il cita des noms. De Narfort, d'Esproy, Vernier, d'Entraigne. Elle répéta. D'Entraigne ? Oui, d'Entraigne. T'a-t-il fait la cour aussi, ce bellâtre-là ? Elle sourit. En somme, oui, il m'a fait la cour et d'assez près même. Comment d'assez près ? Et tu ne me l'as pas dit ? J'ai eu peur que cela te contrariât. Mais pourquoi n'as-tu pas eu peur que cela me contrariât pour les autres ? Elle réfléchit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un peu nerveux, il lui saisit la main. Voyons, Jeanne, rappelle-toi, cette cour s'est manifestée par des actes. Quel est le premier de ces actes ? Il m'a écrit. Il fut stupéfait. Il t'a écrit et tu me l'as caché. Il t'a écrit. Que contenait donc cette lettre ? Des bêtises que j'ai à peine lues. Il se mit à marcher avec agitation, puis s'arrêtant, prononça.
Tu n'as plus rien à me dire à ce sujet ? Rien, déclara-t-elle. À moins que... Mais je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Le soir où j'ai été à l'opéra sans toi, dans la loge des Créanges, il y était. Non, tu ne me l'as pas dit. En rentrant, tu t'es écrié « Dieu, quelle corvée, il n'y avait que des dames !» J'ai dit cela, moi. Ce n'est pas possible, puisqu'il m'a ramené ici dans sa voiture. Il t'a ramené ici, dans sa voiture. Pierre suffoquait. Il était très pâle. Se dominant, il articula. Et comme je te questionnais sur ce retour, toi, tu m'as répondu « C'est Madame Créange qui m'a reconduite. » Jeanne, éplorée, joignit les mains. Lentement, il murmura. « Tu as menti, Jeanne. » Saisis-tu bien le sens de ces 3 mots ? Tu as menti. C'est irréparable. Il ne se peut plus que tu n'aies menti. As-tu conscience de ce que tu as fait ? Elle cherchait à en prendre conscience, mais cela restait encore en dehors d'elle, et elle bégayait. Oui, c'est vrai, j'ai menti. Je ne m'en étais pas aperçu, j'ai menti. Sa douleur la contraignit aux larmes. Elle ne comprenait pas. Pour s'apaiser, lui, il se répandit en plaintes. Ah, la tromperie, la perfidie. Tu nous as enveloppés dans une épaisseur de supercherie, d'imposture, de subterfuge, de trahison. Ainsi, toi la plus honnête, voici 3 mois que tu te complais en une intrigue douteuse. Le cœur n'y est certes pas, la pensée non plus. N'importe, le secret existe. Entre cet homme et toi, il y a complicité. Et puis par-dessus tout, il y a crime puisqu'il y a mensonge. Est-ce que je mens, moi ? Ai-je reçu seulement une lettre ? Il s'interrompit brusquement comme un coureur qui tomberait à genoux. Et il marmottait. Si, pourtant, j'ai reçu une lettre moi aussi, une lettre de femme. Il y a 15 jours, une ancienne maîtresse, elle exigeait une entrevue pour nous rendre nos correspondances. Jeanne releva la tête vivement. Tu n'y as pas été, n'est-ce pas ? Oui, j'y ai été. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y ai été. Et je ne te l'ai pas dit. De quoi vous êtes-vous parlé ? D'autrefois, quand nous nous aimions. Elle fit tristement. Toi aussi, Pierre, tu as menti ce jour-là. J'ai flairé sur toi une odeur nouvelle, et je t'ai demandé, on croirait une odeur de femme. Et tu m'as répondu, parbleu, je sors de chez le coiffeur. Je t'ai dit cela, moi ? Oui, tu m'as dit cela. Ils se regardaient, tous deux éperdus, haletants. Une épouvante de vertige leur donnait la même expression de détresse pitoyable. Un peu de folie tremblait au fond de leurs yeux. Ils eurent froid. C'était le vent du mystère qui les effleurait. Il ne cesse de rôder autour de nous. Mais ce n'est qu'à certaines minutes que l'on en sent le souffle inquiétant. Et leur âme palpita comme un brin d'herbe. Pourquoi donc avait-il menti ?
toute leur énergie, ils s'étaient efforcés vers un idéal de sincérité. Cependant, ils avaient failli à leur insu, et ils devinaient qu'un examen plus minutieux leur révélerait d'autres artifices et d'autres turpitudes. Quelle chose troublante! Toute une partie de notre être et de notre existence est la proie du mystère, mystère des instincts ou mystère des grandes forces extérieures que nous ignorons. C'est dans son domaine que s'élaborent les actes inexplicables, accomplis et dissimulés ensuite inconsciemment. Et ces actes, ils le comprirent, il vaut mieux se les cacher. Ceux qui s'aiment le plus succombent à tout moment et ne sont pas coupables. Leur orgueil s'effondra. L'avortement de leurs beaux rêves les brisait. Ils avaient des yeux humbles et blessés. Ils étaient si faibles qu'ils eurent besoin l'un de l'autre. Leurs mains se serrèrent. Pardon réciproque, pardon des ruses passées et futures. Ils se soutiendraient. Ils seraient indulgents aux faux pas inévitables, miséricordieux aux chutes possibles. Ils remercieraient le hasard qui du moins les avait doués d'âmes généreuses. Et c'est à lui qu'ils s'en remettraient pour la pâture quotidienne des joies et des chagrins. Lui, le grand semeur aveugle qui jette pêle-mêle à l'aventure, sans souci de leur destinée ni de leur combinaison fortuite, les tendances, les envies, les désirs, les perversités, les noblesses. Le vent mystérieux avait passé, leur laissant un peu de science. Alors Pierre prit Jeanne dans ses bras et lui dit : « Je t'aime, Jeanne, plus qu'avant, mais il ne faut plus nous interroger. Vois-tu, nous serons honnêtes comme nous le pourrons, nous serons sincères comme nous le pourrons. L'essentiel n'est pas de réaliser, car cela ne dépend pas toujours de nous, c'est de vouloir. Que notre volonté soit bonne. » Bonne nuit. Bonne nuit.